Bonjour chers étudiants, je vais faire la correction de la série numéro 3 qui concerne le second principe de la thermodynamique. Donc on va commencer par l'exercice numéro 1. Dans une transformation infinitésimale réversible, la quantité de chaleur reçue par une mole d'oxygène, considérée comme un gaz parfait, s'écrit sous la forme delta Q est égal à Cp dt moins V dt. Donc on va noter la variation de la quantité de chaleur échangée, c'est Cp dt moins V dp. Ceci est relativement à une mole de gaz. La question petit a, écrire la variation élémentaire d'entropie ds de l'oxygène. Donc, ici, on va, d'après le second principe de la thermodynamique, on a la variation de l'entropie, c'est la variation élémentaire de l'entropie d'échange plus la variation de l'entropie de création. Puisqu'ici, on a une transformation réversible, alors la variation de l'entropie de création égale à 0 et on aura la variation de l'entropie d'échange. En intégrant, ou bien ici donc la variation de l'entropie d'échange est égale par définition la quantité de chaleur élémentaire d'échange sur la température d'échange. Alors si je considère mon système, alors c'est celui-là le système. L'échange de chaleur, c'est Q, et ici, c'est l'extérieur. Donc, ça, c'est la frontière, et ça, c'est le milieu extérieur. Alors, la température d'échange, c'est la température de la frontière. Donc, c'est la température de la frontière. Et puisqu'on a une transformation réversible, alors, toujours, on a un équilibre thermique entre l'extérieur et le système. Donc, la température d'échange, c'est la température du gaz. Donc, c'est la variation de la quantité de chaleur échangée sur la température du gaz. Si on intègre l'entropie d'échange, c'est la quantité de chaleur delta Q sur ds, delta S, c'est delta Q d'échange sur T, qui est égal à la quantité de chaleur sur T du système. Or, si on écrit la variation de la quantité de chaleur, c'est Cp dt moins V dp, le tout sur T. Donc, on va séparer les variables. On aura Cp sur T dt moins V sur T dp. Donc ça, ce n'est autre que la variation de l'entropie. On a montré l'égalité entre la variation d'entropie d'échange et l'entropie totale. Donc ici, par définition, la variation d'entropie d'échange, c'est ça. Et puis, donc, ds serait Cp sur T dt moins V sur T dp. Or, on travaille avec un gaz parfait. Donc, gaz parfait, pour une mole, on a PV est égal à RT. Donc, je peux déduire V sur T est égal à R sur P. Donc, et je décris la variation élémentaire de l'entropie, c'est Cp dt sur T moins
V sur T qui est égal à R sur P dP. Donc ça, c'est la variation de l'entropie du gaz. Petit b, la capacité thermique molaire de l'oxygène à pression constante suit une loi de la forme Cp égale à A plus Bt plus Ct carré. Ici, on n'a pas la capacité thermique à pression constante, ne dépend pas de la température, mais la loi de variation, c'est C. Donc ça, c'est petit. Hein. Cp de T est égal à A plus Bt plus Ct au carré. Donc, je vais remplacer ça dans l'expression de la variation d'entropie. Donc, Cp, c'est A plus Bt plus Ct carré sur T dt moins R sur P dP. Donc, c'est ça la variation de l'entropie du gaz. La question, calculer la pression finale de l'oxygène comprimé d'une manière adiabatique réversible. On a dit qu'une transformation adiabatique réversible, c'est une transformation qui est isentropique. Donc la variation de l'entropie égale à 0, c'est-à-dire que l'entropie reste constante. Depuis l'état initial T0, P0, vers la température T1. Ici, on a une transformation isentropique, donc on passe de l'état T0, P0 vers l'état T1 et P1 à déterminer. Ici, la transformation, c'est isentropique. Donc, transformation isentropique. C'est-à-dire ds égale à 0. S, c'est une constante. Donc, on a ds, c'est donné par cette expression-là. Donc, on va poser ds égale à 0. Donc, on aura 0 égale A sur T plus B plus Ct dt moins R sur P dP. Ce qui implique que R, on va rapporter cette quantité ici, on aura R sur P dP égale A sur T plus B plus Ct dt. On obtient ici une équation différentielle à variables séparées. Donc, je peux déduire dP sur P égale 1 sur R A sur T plus B plus Ct dt. Donc, lorsque j'intègre, les deux variables sont séparées, donc je peux intégrer facilement cette équation différentielle. Donc, dP sur P, je vais intégrer de l'état initial caractérisé dans le cas de P, si on considère la variable P, c'est de P0 à P1. P0 à P1 égale 1 sur R, l'intégrale, donc on peut faire sortir le R du signe intégral parce que c'est une constante, c'est la constante des gaz parfaits. Donc 1 sur R, A sur T plus B plus C dt, Ct dt. Et la température pour cette transformation varie de T0 à T1. Donc, l'intégrale de dP sur P, c'est ln de P. Donc, ln
de P entre les pressions P0 et P1 égale 1 sur R. Ici, j'intègre. Ici, on a l'intégration suivant cette somme, et l'intégrale, c'est linéaire. Donc, c'est l'intégrale de A sur T. Donc, c'est A, c'est une constante, ln de T. La primitive de 1 sur T, c'est ln de T, entre les bornes T0 et T1, plus B, la primitive de la constante 1, B fois 1, donc 1, c'est T. Donc, B, T, entre T0 et T1, plus Ct. La primitive de T, c'est 1 demi T carré. Donc, c'est C sur 2 T au carré entre T0 et T1. Je ferme le crochet. Donc, ln de P entre P1 et P2, c'est ln de P1 moins ln de P2, et c'est ln de P1 sur P0. Donc, ln de P entre P1 et P0, c'est ln de P1 sur P0. Parce que c'est ln de P1 moins ln de P0, et ln de A moins ln de B, c'est ln de A sur B, égale 1 sur R A. La même chose ici, ln de T, la primitive entre T1 et T2, c'est ln de T1 moins ln de T0, c'est ln de T1 sur T0. Plus B, T1 moins T0, plus C sur 2, T1 au carré, moins T0 au carré. Donc, pour avoir la valeur de P1, donc je dois composer par la fonction réciproque de ln, c'est l'exponentielle. Donc, on aura P1 sur P0 égale l'exponentielle de 1 sur R A ln de T1 sur T0 plus B facteur de T1 moins T0 plus C sur 2 T1 au carré moins T0 au carré. Et je vais déduire finalement l'expression de P1. Donc ici, pour mettre en évidence l'exponentielle, je vais mettre en accolade, entre accolades, voilà. Donc P1 est égal P0 exponentielle 1 sur R A ln de T1 sur T0 plus B facteur de T1 moins T0 plus C sur 2 T1 au carré moins T0 au carré. Donc je ferme le crochet et l'accolade. Donc ça, c'est l'expression de la pression P1 lorsque le gaz est soumis à une transformation isentropique. Donc pour la valeur numérique, on va prendre les valeurs A égale à 26,2 joules par mol par Kelvin. B, c'est 11,493 10 puissance moins 3 joules par mol Kelvin moins 2. Et C, c'est moins 3,222 10 moins 6 joules par mol par Kelvin au cube. Et R, c'est la constante des gaz parfaits, c'est 8,32 joules par mol par Kelvin. Donc on a toutes les données. Et P1 est égal à une atmosphère. Donc P1, c'est une atmosphère. Donc ici, ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle, c'est son dimension. Donc l'unité de P1, c'est identique à l'unité de P0. Donc je peux exprimer P1 en atmosphère. Sinon, je peux convertir en Pascal comme unité de système international. Donc P1 égale, donc on donne la valeur, c'est 113,77
atmosphères. Donc après, on va passer à l'exercice 2. L'exercice 2, soit deux solides sigma 1 et sigma 2 de même masse M, 200 grammes, de même capacité thermique massique indépendante de la température, C égale à 385 joules par Kelvin par kilogramme. Initialement, le solide sigma 1 est porté à la température T1 égale à 20 degrés Celsius et le solide sigma 2 est porté à la température T2 égale à 50 degrés Celsius. On met en contact les deux solides qui sont identiques, c'est-à-dire qu'ils ont la même masse et la même capacité thermique. On met en contact les deux solides par l'une des faces et on suppose que le système sigma, qui est égal à sigma 1 union sigma 2, est isolé du milieu extérieur. Donc voilà, ici on a le corps sigma 1 porté à la température T1 égale à 50 degrés, à 20 degrés Celsius. Donc ici, je peux écrire T1 égale à 20 degrés Celsius, T2 égale 50 degrés Celsius. Donc on va convertir les températures en des valeurs en système international. T1 est égal à 20 plus 273, ça donne 293 Kelvin. T2 égale 323 Kelvin, c'est-à-dire 50 plus 273 Kelvin. Alors ici, le corps sigma 1 qui était à la température T1, c'est le corps le plus froid. Et le corps qui est porté à la température T2, le sigma 2, c'est le corps le plus chaud. Donc, ici, montrer que le second principe exclut les transferts thermiques du solide sigma 1, qui est le plus froid, vers le solide sigma 2, qui est le plus chaud. Je vais donner un schéma pour nous. Donc ici, le corps 1, c'est T1 en Kelvin, T2 en Kelvin. Donc ça, c'est le plus froid, et ça, c'est le plus chaud. Donc ici, d'après le premier principe de la thermodynamique, on a la possibilité de l'échange entre les deux solides. Ou bien, le solide sigma 1 va transmettre la chaleur au solide sigma 2, donc c'est delta Q, qui est négatif, ou bien c'est le solide sigma 2 qui va transmettre la chaleur au solide sigma 1. Delta Q2, c'est négatif. Donc, ou bien le corps froid, c'est lui qui transmet de la chaleur au corps chaud, ou bien l'inverse, c'est le corps chaud qui transmet la chaleur au corps froid. Donc, pour le premier principe, on va voir que les deux transformations sont possibles. Donc, on va commencer par appliquer le premier principe de la thermodynamique. On a la variation de l'énergie interne est égale à la variation élémentaire de la quantité de chaleur échangée, plus la variation du travail mis en jeu. Donc, on va considérer que l'énergie interne U, c'est l'énergie interne du système sigma, qui est sigma 1 union sigma 2. Donc, on va premièrement travailler avec le système entier. Donc, ici, on a supposé que le système sigma, il est isolé, c'est-à-dire isolé du milieu extérieur, et il n'y a pas d'échange thermique. Donc, la variation de la quantité de chaleur égale à 0. Et puis, les deux systèmes sont des solides. Donc, indilatable, ce sont des solides dont les fortes pressions sont nulles, parce que ça dépend de variation de volume, donc c'est 0. Et par la suite, on a la variation de l'énergie interne du système sigma, est nulle. Donc ça, c'est pour le système sigma. Considérons que l'énergie interne est une variable extensive, c'est-à-dire que la variation de l'énergie interne de U, puisque U c'est une grandeur extensive, c'est l'énergie interne correspondant au solide sigma 1 plus l'énergie interne correspondant au solide sigma 2. Donc c'est D de U1 plus D de U2, qui est égal
Donc, D de U1, on n'a que l'échange de chaleur. On a dit que le travail est nul pour les solides. Donc, c'est delta Q1. Ici, DU2, c'est delta Q2. Donc, d'après le premier principe de la thermodynamique, on a, c'est 0, parce que c'est la même expression. Donc, ici, premier principe de la thermodynamique, alors delta Q1 plus delta Q2 égale à 0, ce qui implique que delta Q2 égale à moins delta Q1. Donc, cette expression qu'on a trouvée, c'est ce qu'on vient de représenter sur le schéma. Ou bien le corps froid cède de la chaleur au corps chaud, ou bien l'inverse. Donc le premier principe ne permet pas d'identifier laquelle des transformations qui se produit, parce que généralement, on a un seul sens. Dans les transformations spontanées et irréversibles, il y a ne transfert que d'un sens, et dans l'autre sens, c'est impossible. Donc delta Q2 est égal à moins delta Q1. Donc pour trancher laquelle des transformations est possible, on va introduire le second principe. Donc le second principe, ds, est égal delta S d'échange plus la variation d'entropie de création. Donc toujours je vais appliquer ça pour le système entier, sigma. Donc le système sigma, il est isolé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange thermique entre le système et le milieu extérieur. Et puisque l'entropie d'échange est fonction de la quantité de chaleur échangée, donc c'est 0. Donc, on peut dire que la variation d'entropie du système sigma est égale delta S de création. Donc, dans le cours, on a vu que l'entropie de création, la seule information qu'on sait sur cette grandeur, c'est que cette quantité entropie de création, elle est supérieure ou égale à 0. Elle est supérieure strictement à 0 dans le cas irréversible, des transformations irréversibles, et égale à 0 dans le cas des transformations réversibles. Ici, on va prendre le cas général. C'est-à-dire qu'on va considérer que la variation d'entropie de création, c'est supérieur ou égal à 0. Que ce soit la transformation réversible ou bien irréversible, c'est pareil. Donc ici, ds est égal à delta S de création qui est une quantité positive. Maintenant, on va considérer l'extensivité de la grandeur entropie. Donc, c'est-à-dire que la variation de l'entropie du système sigma, c'est la variation de l'entropie du système sigma 1 plus l'entropie du système sigma 2, qui est égal ds1 plus ds2. Qui est, bien sûr, une quantité qui est positive. Donc, si je calcule ds1, il n'y a que l'échange entre le sigma 1 et le sigma 2. Puisque je calcule l'entropie ds1 et ds2, on a dit que les entropies, l'entropie totale, c'est une fonction d'état. Elle ne dépend pas du chemin suivi, elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Donc ici, on va choisir une transformation réversible dont l'entropie de création de chaque solide égale à 0. Donc on aura ds1 c'est delta Q1 sur T1 plus l'entropie ds2 c'est delta Q2 sur T2 qui est une quantité positive. Donc ici, je peux changer de transformation ou bien de chemin de transformation lorsque je calcule le S. La variation d'entropie, S, parce que c'est une fonction d'état. Mais les entropies de création et d'échange ne sont pas des fonctions d'état. Donc je ne vais pas appliquer ça pour l'entropie d'échange ou bien l'entropie de création. Seulement pour l'entropie totale du système. Donc on a delta Q1 sur T1 plus delta Q2 sur T2 est supérieur ou égal à 0. Donc je vais appliquer
la loi trouvée d'après le premier principe de la thermodynamique, delta Q2 égale à moins delta Q1. Donc je vais remplacer delta Q2 par delta Q1. Dans cette expression, j'aurai un facteur en commun. Donc c'est delta Q1 facteur de 1 sur T1 moins 1 sur T2 qui est une quantité positive. Donc ce résultat, elle est donné par le second principe de la thermodynamique. Or, la question nous dit qu'on doit montrer le second principe, il exclut les transferts thermiques du solide sigma 1 froid vers le solide sigma 2 chaud. C'est-à-dire qu'on a T1, donc notre hypothèse c'est T1, elle est inférieure à T2. Parce que sigma 1 c'est le corps froid et le sigma 2 c'est le corps chaud. Et on suppose que le transfert thermique se fait du corps froid vers le corps chaud. Donc ici on a, puisque le transfert se fait du corps froid vers le corps chaud, donc le corps froid qui est sigma 1 va perdre de la chaleur. Donc delta Q1 c'est négatif, c'est une perte. Donc delta Q1 est négatif. Et puisque delta Q2, d'après le premier principe, est égal à moins delta Q1 qui est négatif, donc delta Q1, dans l'autre sens, c'est delta Q1 qui est positif et il va recevoir de la chaleur. Donc on va raisonner sur cette transformation, le transfert de chaleur du corps froid vers le corps chaud. C'est-à-dire qu'on va supposer que delta Q1 négatif. Donc on va appliquer le résultat trouvé d'après le second principe. On a delta Q1 c'est négatif et T1 inférieur à T2. Donc T1 inférieur à T2, puisqu'on parle des températures Kelvin, donc toutes les températures Kelvin sont positives. Donc T1 et T2 sont positifs, donc je peux faire l'inverse. Donc 1 sur T1 est supérieur à 1 sur T2. Parce que T1 et T2 sont les deux, ce sont deux quantités positives, donc je peux mettre l'inverse et inverser l'inégalité. Donc 1 sur T1 est supérieur à 1 sur T2, ce qui implique que 1 sur T1 moins 1 sur T2 est strictement positif. Or, cette quantité qui est positive, si je la multiplie avec une quantité qui est négative, j'aurai un résultat qui est négatif. Donc, ce qui implique que delta Q1, facteur de 1 sur T1 moins 1 sur T2, est négatif. Ce qui est absurde avec le second principe. Donc ça, c'est second principe. D'où le second principe exclut les transferts thermiques du corps froid vers le corps chaud. Donc c'est pour cela qu'on dit que le deuxième principe, c'est un principe d'évolution. Donc il permet de mettre en évidence l'évolution du système. Donc l'implication du second principe, elle va exclure ça
ce transfert thermique. Donc on a seulement le transfert du corps chaud vers le corps froid. Donc on passe à la deuxième question. Donc le système 1 reçoit de la chaleur de la part de corps 2. La question 2, déterminer la température d'équilibre finale TE du système sigma. Maintenant, on va travailler avec le système sigma. On a dit, d'après le premier principe de la thermodynamique, que DU est égal à la variation de l'énergie interne, c'est DU1 plus DU2, qui est égal delta Q1 plus delta Q2, qui est égal à 0. Parce que le système, il est isolé et composé de sigma 1 et sigma 2. Après intégration, on peut écrire que la quantité de chaleur échangée par le corps 1 plus la quantité de chaleur échangée par le corps 2 égale à 0. C'est-à-dire que si l'un transmet une quantité de chaleur Q1, l'autre va la recevoir. Donc on va remplacer chaque terme par son expression. On a dit que le corps sigma 1, c'est un corps de masse M et caractérisé par une capacité thermique massique C. Donc c'est M, C, la température à l'état d'équilibre, qui est la température TE, moins la température finale, ou bien la température initiale du corps sigma 1. Donc c'est moins T1. Plus le corps sigma 2 aussi, il est de même masse M. Et de la capacité thermique massique C, facteur de la température d'équilibre qui est la température TE du système sigma 1 union sigma 2, moins la température initiale du sigma 2. Donc c'est moins T2 égale à 0. Donc on peut simplifier parce qu'on a un facteur commun, c'est MC. Donc je fais la somme, c'est 2TE égale à T1 plus T2. Ce qui implique que la température d'équilibre, c'est T1 plus T2 sur 2. Donc ça, c'est la température du système sigma. Donc ici, lorsqu'on rapproche deux solides sigma 1, le premier porté à la température T1 de 20 degrés et l'autre à la température T2 de 50 degrés, on va les mettre en contact. Tout le système va évoluer vers un état d'équilibre caractérisé par une température TE qui est comprise entre T1 et T2. Donc on va voir l'application numérique que la valeur TE elle est comprise entre T1 et T2. Et c'est la valeur moyenne parce que les deux solides sont identiques et ils ont les mêmes caractéristiques, à savoir la capacité thermique massique. Donc TE égale 308 Kelvin. Et pour voir la différence, pour sentir la différence, on va l'exprimer à l'échelle degrés Celsius. Donc TE c'est 35 degrés Celsius. Donc ça c'est la température d'équilibre du système sigma 1, sigma 2. Après, calculer la variation d'entropie du système sigma, c'est-à-dire delta sigma au cours de sa mise à l'équilibre thermique. Donc le système sigma, on va appliquer le second principe de la thermodynamique. Donc ds est égal, puisque c'est une grandeur extensive, donc ds c'est ds1 plus ds2. Donc pour calculer la variation élémentaire de l'entropie du système sigma ou bien de sigma 1 et sigma 2, on est en train de calculer l'entropie totale. Et on a dit que l'entropie totale, c'est une fonction d'état, c'est-à-dire indépendante du chemin suivi. Donc, même si on a ici, il se peut qu'on a une transformation irréversible, on va choisir la transformation réversible, on va trouver le même résultat, parce que c'est l'entropie qui est une fonction d'état, donc indépendante du chemin suivi. Donc on va choisir une transformation
réversible. Donc, pourquoi réversible? Pour annuler le terme entropie de création. Donc, on aura ds, ici c'est le sigma, égale ds1 qui est égal l'entropie d'échange ds1 plus la variation d'entropie d'échange S2 parce que l'entropie d'échange 2 parce que ici les entropies de création sont nulles. Or, ici si je considère le système, le sigma c'est la réunion des deux. Ici c'est sigma qui est le milieu extérieur et ça c'est la frontière du milieu extérieur. Alors si la transformation est réversible, alors ici on a la frontière est caractérisée par la température du milieu extérieur. C'était sigma. Mais puisqu'on a la transformation réversible, il y a toujours un équilibre thermique entre la température extérieure et la température intérieure. Donc la température de la frontière T sigma, c'est la même que la température des blocs sigma 1 et sigma 2. Donc c'est delta Q 1 sur T relative à sigma 1 plus delta Q du corps 2 sur T relative à sigma 2, puisque la transformation elle est supposée dans ce cas réversible. Alors, si on calcule le delta Q1, donc ds de sigma égale delta Q1, par définition, c'est MC. On a dit que le corps sigma 1, la même chose pour le corps sigma 2, il évolue d'une manière réversible. C'est-à-dire qu'il y a une suite d'états d'équilibre entre l'extérieur et le solide. Donc toujours la température T1 va évoluer vers la température T sigma, mais d'une manière quasi statique. C'est une suite d'états d'équilibre. Donc je vais noter MC dt. La variation de la température se fait d'une manière continue. MC dt sur T pour le corps sigma 1 plus MC dt sur T pour le corps sigma 2. Je vais intégrer donc delta S de sigma égale l'intégrale de MC dt sur T. La température, ici, lorsque le corps sigma 1 évolue de l'état T1, la température T1 égale à 20 degrés, vers la température d'équilibre, alors la température ici, je peux prendre les bandes d'intégration, c'est de T1 à T équilibre, plus l'intégrale MC dt sur T. Ici, je vais m'intéresser à l'évolution du corps sigma 2. Donc le sigma 2 va évoluer de la température initiale, qui était T2, vers la température d'équilibre TE. Donc les MC sont des constantes, donc je peux les faire sortir du signe intégral. MC, l'intégrale de dt sur T de T1 à TE, plus MC, l'intégrale de dt sur T de T2 à TE, qui est égale MC, la primitive de dt sur T, c'est ln de T. Donc c'est ln de T entre les températures T1 et TE, plus MC, la primitive de 1 sur T, c'est ln de T entre T2 et TE. Donc, ln de T entre TE et T1, c'est ln de TE sur T1. Donc, c'est MC ln de TE sur T1 plus MC ln de TE sur T2. On a un facteur commun, donc je peux mettre en facteur le terme MC, ln de TE sur T1 plus
ln de TE sur T2. Ici, on a ln d'une quantité A plus ln d'une quantité B. A et B sont bien sûr des termes positifs, donc je peux passer au produit. Ln de A plus ln de B, c'est ln de A fois B. MC, ln de TE fois TE, c'est TE au carré, sur T1 fois T2. Donc c'est ça, la variation de l'entropie du système sigma. Donc on a la valeur de T1, T2 et M et C. Donc on va donner la valeur numérique. Donc delta S sigma c'est 0,183 joules par Kelvin. La question qui suit, déterminer et discuter le signe de delta sigma. Donc ici, on a trouvé, d'après les valeurs de TE, T1, T2, que delta S sigma est une quantité qui est positive. Mais on va montrer que dans le cas général, quelles que soient les valeurs de T1 et T2, que delta S sigma, c'est une quantité qui est positive. Donc pour montrer que cette quantité-là est positive, on va partir de l'expression de delta S sigma. On a delta S sigma est égal à MC ln de TE au carré sur T1 T2. Or, TE, on a trouvé dans la question précédente, TE c'est T1 plus T2 sur 2. Donc je vais remplacer dans cette expression TE par l'expression T1 plus T2 sur 2, qui est égale, donc delta S sigma c'est MC ln TE au carré, donc c'est T1 plus T2 au carré sur 4. Donc sur 4 fois T1, T2. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de retrancher 4T1, T2 et ajouter 4T1, T2 en numérateur. C'est comme si j'ai rien fait. Donc MC ln de T1 plus T2 au carré moins 4 T1 T2 plus 4 T1 T2, le tout sur 4 T1 T2. Pourquoi ce travail? Pour montrer que cette expression peut s'écrire sous la forme MC ln de x plus 1. Et si j'arrive à montrer que x est positif, quelle que soit la valeur de x, alors x plus 1 serait supérieur à 0 et ln de x plus 1 serait positif. Donc on va continuer. MC ln. Ici j'ai une identité remarquable, donc c'est T1 au carré plus T2 au carré plus 2 T1 T2. Donc c'est T1 au carré plus 2 T1 T2 plus T2 au carré moins 4 T1 T2 plus 4 T1 T2. Le tout sur 4 T1 T2. Donc ici je remarque que j'ai une identité remarquable. Donc je vais m'intéresser à ce terme-là. C'est MC ln T1 au carré plus 2 T1 T2 moins 4 T1 T2. Donc je vais écrire T1 au carré, voilà, plus 2 T1 T2 moins 4 T1 T2, c'est moins 2 T1 T2, plus T2 au carré. Il reste plus 4 T1 T2. Le tout sur 4 T1 T2. Donc, là aussi,
j'ai une identité remarquable de la forme A au carré moins 2AB plus B au carré qui est égal à A moins B le tout au carré. Donc ici c'est T1 moins T2 au carré plus 4 T1 T2 sur 4 T1 T2. Donc je vais séparer ce qui est à l'intérieur de Ln. Donc c'est MC Ln de T1 moins T2 au carré sur 4 T1 T2 plus 1. Donc si je regarde ce terme-là, on a quel que soit T1, T2, qui sont des quantités qui sont positives. Donc ce sont des quantités positives, parce qu'on parle ici des températures absolues, des températures exprimées en Kelvin. Donc on aura ce qui implique que T1 moins T2 au carré est supérieur ou égal à 0, parce que c'est un carré d'un nombre qui est toujours supérieur ou égal à 0. T1 et T2 étant différents de 0, parce qu'il est très difficile d'atteindre le 0 absolu. Ça, on aura un cas particulier des solides qui sont à la forme cristallisée. Leur température tend vers 0, ainsi que leur entropie. Donc c'est un cas qui est rare. Donc généralement, T1 et T2 sont différents de 0, donc je peux diviser par le terme, ou bien le produit T1, T2. Donc T1 moins T2 au carré sur 4T1 T2 est supérieur ou égal à 0. Donc je vais après ajouter un aux deux membres de l'inégalité. T1 moins T2 au carré sur 4 T1 T2 plus 1 est supérieur à 0 plus 1, c'est 1. On sait que la fonction logarithme népérien est une fonction qui est croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Ici, on a 0 plus l'infini. Donc, on peut faire entrer la fonction ln sans changer de signe de l'inégalité. Ln de T1 moins T2 au carré sur 4 T1 T2 plus 1 est supérieur à ln de 1 qui est égal à 0. Donc si je multiplie par MC, donc j'aurai MC ln de T1 moins T2 au carré sur 4 T1 T2 plus 1 est supérieur à MC fois 0, c'est 0. Ça, ce n'est autre que delta S sigma, qui est supérieur ou égal à 0. Donc, la variation d'entropie est toujours positive. Et on parle d'un système isolé. Donc, dans un système isolé, ça c'est un résultat que vous connaissez déjà, dans un système isolé, l'entropie ne peut que croître, ou bien ne peut qu'augmenter. Donc les deux affirmations sont justes. Donc une question supplémentaire, on peut à partir de ça calculer l'entropie de création de sigma. Donc comment on doit faire? Je vais appliquer toujours le second principe. Delta S de sigma est égal à l'entropie d'échange du sigma plus l'entropie de création de sigma. Or, on a supposé que le système sigma c'est isolé. Donc il n'y a pas de transfert thermique
avec le système et le milieu extérieur. C'est-à-dire que la quantité d'échange égale à 0, la quantité de chaleur d'échange égale à 0, donc l'entropie d'échange est nulle. Et donc delta S sigma qui est égal à l'entropie de création de sigma, qui était donc ce qui implique que l'entropie de création de sigma, c'est la même valeur qu'on a trouvée, c'est 0,183 joules par Kelvin. Donc toujours lorsqu'on veut déterminer l'entropie de création, on va se référer au bilan d'entropie en utilisant le second principe. Donc toujours, on n'a pas accès à déterminer l'entropie de création directement, mais on le détermine toujours à partir de l'entropie qu'on calcule du système, c'est-à-dire l'entropie où on suppose la transformation est réversible, et on calcule dans le cas général l'entropie d'échange qui est égale à la variation de la quantité de chaleur d'échange sur la température d'échange. Dans le cas irréversible, ces deux quantités sont différentes et on peut déduire le cas ou bien le calcul de l'entropie de création. Si la transformation est réversible, alors l'entropie de création égale à 0 et on aura l'égalité entre les deux membres, delta S de sigma et l'entropie d'échange. On passe à la question suivante. Après l'équilibre entre les deux solides, on prend le solide sigma 1 porté à la température d'équilibre TE et on le met en contact d'une source froide idéale, thermostat fixé à la température TS égale à 0 degrés Celsius et on suppose que le système solide plus source est isolé. Donc, comme le cas précédent, ici on avait le corps sigma 1 qui est porté à la température T1 et le corps sigma 2 porté à la température T2. Après équilibre, le système va évoluer vers une température TE. Donc, ils ont la même température qui est uniforme dans tout le système sigma, c'est TE. Maintenant, à l'équilibre, je vais prendre le solide sigma 1 qui est porté à la température T1 et je le mets en contact d'un thermostat. Donc thermostat de température TS égale à une constante. En général, un thermostat est caractérisé par une température constante. Pourquoi? Parce que sa capacité thermique est supposée infinie, ce qui laisse la température constante dans tous les points de thermostat. Donner rapidement les caractéristiques principales de la transformation subie par le solide. Donc ici, lorsque je prends le solide sigma 1, qui est porté à la température TE, je le mets en contact d'un thermostat qui est caractérisé par une température TS qui est constante. Ici, on a TS, c'est 0 degrés Celsius, et la température du solide sigma 1 à l'équilibre, c'était 35 degrés Celsius. Donc, normalement, ça va. Donc le solide sigma 1 va voir sa température diminuer. C'est-à-dire que la température va spontanément prendre la valeur TS. C'est-à-dire que le système va se refroidir spontanément de la température T1 à la température TS. Donc c'est-à-dire que de 35 à 0 degrés Celsius parce que c'est le thermostat qui impose sa température. Donc on peut écrire que le solide sigma 1 subit un refroidissement non quasi-statique, c'est-à-dire d'une manière irréversible, c'est-à-dire d'une manière rapide, c'est une transformation réelle, non quasi-statique, donc irréversible. Après, on passe au calcul de la variation d'entropie du solide
au cours de son refroidissement et celle de la source. Donc, après avoir mettre en contact le solide sigma 1 avec le thermostat, alors on va chercher l'entropie au cours de cette évolution, le solide sigma 1 passe de la température T1 à la température TS. Et aussi, on va chercher dans un deuxième temps la variation d'entropie de la source de chaleur. Donc, on va calculer la variation d'entropie TS de sigma 1. Donc, ici, on suppose, normalement, on a dit que la transformation, elle est irréversible. Mais puisqu'on calcule la variation de l'entropie totale, alors on a dit que c'est une fonction qui est d'état, c'est-à-dire indépendante du chemin suivi. Donc on va imaginer une transformation réversible entre l'état T1 et l'état TS. Comment? On suppose que la source de chaleur elle est constituée d'une suite infinie de sources qui part de T1, bien TE, pardon, ici c'est TE, c'est la température d'équilibre, de TE à TS. Donc ici, on a TE, et l'état qui suit, juste qui suit, c'est TE plus DT, plus DT. La variation de la température. Avec DT, c'est négatif, parce qu'il s'agit d'un refroidissement. Et de proche en proche, jusqu'à on arrive à TS. Donc c'est une suite infinie d'états d'équilibre, de TE à TS. Donc on suppose, dans ce cas-là, que la transformation est réversible. Donc c'est delta Q d'échange du sigma 1 sur la température T. Donc la température de sigma, c'est la température du système parce qu'on a toujours un équilibre thermique entre le solide et le thermostat, qui est égal à mc dt sur T. J'intègre delta S sigma 1 est égal à l'intégrale de mc dt. Ici, on est en train de chercher la variation d'entropie de sigma 1. Donc sigma 1 part de l'état d'équilibre TE à TS. Donc les bornes d'intégration sont TE et TS, qui est égal à MC, l'intégrale de dt sur T entre TE et TS, qui est égal à MC ln de TS sur TE. Donc ça, c'est la variation d'entropie de sigma 1. Après, on passe au calcul de la variation d'entropie de la source. La variation d'entropie de la source, ici, on est dans le cas de l'exercice, ça c'est la question 5, et ça c'est la question 6. La variation d'entropie de la source égale, là aussi, on peut imaginer une transformation réversible. Donc l'entropie de création égale à 0, donc ça reste que l'entropie d'échange. Donc c'est la quantité de chaleur échangée sur la température d'échange. Or, à quoi est égale la quantité de chaleur échangée par le thermostat? Il y a un équilibre thermique ou bien un transfert thermique entre le thermostat et le solide. Donc la quantité de chaleur échangée avec le solide, c'est l'opposé de la quantité de chaleur échangée avec le thermostat, parce que tout le système il est isolé. Donc ce qui est perdu par le thermostat est gagné par le solide sigma 1 et inversement. Donc c'est moins la quantité de chaleur de sigma 1 sur TS, la température de thermostat, qui est égale moins MC. La température de sigma 1, c'est TS moins TE sur TS. Donc ici, on a un signe moins, donc je peux inverser les termes et
mettre TE sur TS moins 1. Donc delta S source égale MC facteur de TE sur TS moins 1. Déterminer l'entropie d'échange et l'entropie de création du solide sigma 1. Donc on va s'intéresser maintenant au solide sigma 1. Donc l'entropie d'échange, c'est l'intégrale de la quantité de chaleur échangée sur la température d'échange. Ici, la température d'échange, c'est la température de la frontière de sigma 1 qui est la température de thermostat. Donc c'est TS. Or, TS, c'est une température qui est constante. Donc on peut la faire sortir du signe intégral. Égale 1 sur S, 1 sur TS, fois l'intégrale de la variation de la quantité de chaleur échangée. Ceci pour le corps sigma 1. Donc c'est 1 sur TS fois MC TS moins TE. C'est la quantité de chaleur échangée avec le thermostat. Donc le solide part de la température initiale TE vers la température finale qui serait la température du thermostat TS. Donc l'entropie d'échange, c'est MC facteur de 1 moins TE sur TS. On remarque ici que l'entropie, bien la variation d'entropie de la source, c'est l'opposé de l'entropie d'échange du solide sigma 1. Parce que ce qui est perdu par le thermostat est gagné par le solide sigma 1 et inversement. Ici, on a la température du thermostat, elle est inférieure à TE, donc il y a un transfert du solide sigma 1 vers le thermostat. Voilà l'entropie de création, ou bien pardon, d'échange de sigma 1. Donc on va donner sa valeur. Donc ici, c'est relatif à delta S du sigma 1. Donc ici, je vais mettre à côté delta S sigma 1 égale moins 9,288 joules par Kelvin. Donc ça, c'est relatif au résultat de delta S sigma 1. Maintenant, on va passer à l'entropie d'échange de la source. La variation de l'entropie de la source égale moins 9,872 joules par Kelvin. Et l'entropie d'échange, bien sûr, c'est l'opposé. Donc, l'entropie d'échange de sigma 1 égale moins la variation de l'entropie de la source qui est égale à 9,872 joules par Kelvin. Donc ce sont les valeurs numériques. Maintenant, on va passer à l'entropie de création. On a déterminé l'entropie d'échange de solides. Maintenant, on va passer à l'entropie de création. On a dit qu'on doit faire un bilan entropique du système. Donc, delta S de sigma 1 est égal à l'entropie d'échange de sigma 1 plus l'entropie de création de sigma 1 égale, ce qui implique l'entropie de création de sigma 1 égale la variation d'entropie de sigma 1 moins l'entropie d'échange de sigma 1. Donc l'entropie de création de sigma 1 est égale MC, donc par définition on a trouvé delta S sigma 1 c'est MC
ln de TS sur TE moins l'entropie d'échange de sigma 1. C'est moins MC facteur de 1 moins TE sur TS. Donc l'entropie de création de sigma 1 égale MC facteur de ln de TS sur TE moins 1. On a factorisé par MC ici et ici. Donc c'est moins 1 plus TE sur TS. Donc l'entropie de création de sigma 1 égale sa valeur numérique, c'est 0,583 joules par Kelvin. Donc vous remarquez ici que l'entropie de création, c'est strictement positif. Ce qui permet de dire que la transformation ici de sigma 1, c'est une transformation irréversible. C'est un refroidissement irréversible. Parce que l'entropie de création, on a trouvé que c'est une grandeur qui est strictement positive. Maintenant, à partir de ces résultats, qu'on a trouvé que l'expression de l'entropie de création, c'est ça, on va montrer qu'elle est toujours strictement positive, quelle que soit la valeur de TE et TS. Que ce soit TE supérieur à TS ou bien TS supérieur à TE. Donc l'entropie de création de sigma 1 est égale à MC facteur de ln de TS sur TE moins 1 plus TE sur TS. Donc on pose X égale TS sur TE. Donc, l'entropie de création de sigma 1 est égale à MC fois une fonction f de x avec f de x égale ln de x, donc TS sur TE, moins 1 plus TE sur TS, c'est 1 sur x. Donc on va étudier les variations de cette fonction f de x qui a les mêmes variations que l'entropie de création du système sigma 1. Donc c'est une fonction qui est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. On va chercher le sens de variation. Elle est dérivable bien sûr sur cet intervalle, donc toutes les fonctions sont dérivables sur cet intervalle, donc la combinaison elle est aussi dérivable, et f' de x est égal à ln de x, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, moins 1 c'est 0, moins 1 sur x carré, 1 sur x' c'est moins 1 sur x carré, qui est égal à x moins 1 sur x carré après avoir rendre au même dénominateur f' de x. Donc ici, f' de x, il a le même signe que x moins 1 puisque x carré est strictement positif dans cet intervalle-là. Donc si x est supérieur à 1, alors f' de x, elle est strictement positive. Si x inférieur, bien compris, appartient à 0, 1, f' de x, elle est négative. Donc on va chercher les limites aux bornes. La limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers 0 plus
de ln de x moins 1 plus 1 sur x. On a ici 0 plus, c'est moins l'infini, moins 1, c'est moins l'infini, et plus l'infini, donc moins l'infini plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc il faut lever l'indétermination en factorisant par 1 sur x. Donc c'est la limite, lorsque x tend vers 0 plus, de 1 sur x ln de x moins x plus 1. Donc ici, ce qui est entre crochets, la limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x, c'est 0. Ici, c'est 0. Ici, c'est 1. Donc, au numérateur, on avait 1. Et 1 sur x, qui est 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc ça tend vers 0 moins. Ça, c'est 0. Et ça, c'est 1. Donc c'est plus l'infini. La deuxième borne, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x moins 1 plus 1 sur x. Donc ici la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln, c'est plus l'infini. Moins 1, c'est plus l'infini, plus 1 sur x qui tend vers 0, lorsque x tend vers plus l'infini, donc c'est 0. Donc ça, c'est plus l'infini, ça, c'est moins 1, et ça, c'est 0 plus. Donc, égal à plus l'infini. On trace le tableau de variation. Ici, on a x n'est pas défini en 0. Donc c'est 0. Ici, on a un point particulier, c'est f' de x égale à 0. F' de x égale à 0, c'est f de x égale à 1. F' de x égale à 0, ce qui implique que x est égal à 1. Ici, on a une tangente horizontale au point d'abscisse 1. Donc ici, je vais mettre 1, et ici, plus l'infini. Donc, les variations, donc ici on va mettre f' de x. Donc les variations de f' de x, bien le signe de f' de x, ici on a la dérivée s'annule en ce point. Et ici, x supérieur à 1, c'est f' de x est supérieur à 0. Donc c'est plus inférieur à 1. C'est-à-dire, compris entre 0 et 1, c'est moins. Et après, on va voir les variations de f. Donc ici, elle décroît, et ici, elle croît. Donc lorsque x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini. Donc c'est plus l'infini. Ici, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. F de 1. Ici, on va noter f de 1. F de 1, c'est ln de 1, c'est 0, moins 1, plus 1, c'est 0. Donc on montre ici que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, quel que soit TE et TS appartient à 0 plus l'infini, delta S sigma, elle est delta S sigma 1, qui est égal à 1c fois f de x, elle est toujours supérieure ou égale à 0. Donc, dans cette branche, l'entropie, elle est positive. Donc, cette branche, ça veut dire quoi? Que x est inférieur à 1. C'est-à-dire la température de le thermostat, elle est inférieure à la température du système sigma 1 à l'état initial. C'est ce qu'on vient de voir ici, c'est notre cas. Donc toujours c'est positif, il va décroître et il va atteindre au minimum la valeur 0. Ou bien x est supérieur à 1. X est supérieur à 1, c'est-à-dire la température de thermostat elle est supérieure à TE. C'est-à-dire qu'ici on a par exemple 35 degrés
Celsius, il se peut que le thermostat ait la valeur de 100 degrés, ou bien une valeur qui est supérieure à 35 degrés Celsius. Donc c'est le cas là, ici. Donc toujours, on a delta S sigma est supérieur à 0, et cette valeur, elle est vérifiée puisqu'on parle d'un système qui est isolé. Donc delta S sigma 1 est supérieur à 0, pardon, ici delta S de création. Delta S de création, voilà. Delta S de création est supérieur à 0. Donc toujours on a supérieur à 0, et le reste le cas où delta, ici c'est pas, puisqu'on parle d'entropie de création, donc c'est pas delta, l'entropie de création, elle est toujours supérieure ou égale à 0. Donc on a dit que quel que soit x, que ce soit x compris entre 0 et 1, ou bien 1 plus l'infini, l'entropie de création est supérieure ou égale à 0. Si pour la valeur 0 de l'entropie de création, c'est-à-dire que x égale à 1. Qu'est-ce que ça veut dire x est égal à 1? C'est que ts et te sont égaux à 1. Les termes ts et te sont égaux à 1. C'est-à-dire que ici la température du sigma 1 égale à la température de thermostat. C'est-à-dire que les deux températures sont égales, on a déjà un équilibre thermique, il n'y a pas d'évolution. Donc, on ne peut pas avoir TE sur TS, TE différent de TS, non équilibre. Donc, l'entropie de création de sigma 1, elle est strictement positive, d'où la transformation est irréversible. Ainsi se termine notre exercice 2. Donc le reste, on va le terminer après, donc dans une autre séance prochaine. Portez-vous bien et au revoir.